Bien, bonjour tout le monde. Donc, on est le vendredi 9 juillet 2021. Et donc là, on va avoir donc une séance sur les probabilités. Et cette séance-là, elle s'adresse à tout type de public. Donc, si vous êtes en seconde, c'est bon. Si vous êtes en première, c'est bon. Si vous êtes en terminale, c'est bien. Si vous préparez un BTS, comptabilité gestion, c'est très bien. Et si vous préparez le concours professorat des écoles, c'est bien aussi. Alors, donc, avant de commencer, je vais vérifier que ma batterie, je mets juste, voilà. Voilà, parfait. Alors, on va commencer comme ceci. On va d'abord faire un lien entre probabilité et statistique. D'accord ? On a déjà abordé la notion de statistique descriptive. On a parlé de moyenne, on a parlé d'écart type, etc. Et dans la moyenne, on pouvait calculer la moyenne soit en faisant la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs, soit en raisonnant en termes de fréquence. Alors, je vais prendre un exemple introductif très simple. On va prendre un dé. D'accord ? On va prendre un dé. Pour le moment, je ne statue pas sur la qualité du dé. Je ne sais pas quel type de dé est-ce, sinon que ce dé-là a des faces numérotées de 1 à 6. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lancer ce dé, on va le lancer 20 fois. Et on va dénombrer le nombre de fois où j'ai le 1, le nombre de fois où j'ai le 2, le nombre de fois où j'ai le 3, le 4, le 5 ou le 6. Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là ? Dites-moi juste oui et je continue. Oui. Ok, parfait. Donc là, je fais un petit tableau dans lequel je vais indiquer mes résultats. Donc là, c'est le numéro obtenu. Donc là, c'est le numéro obtenu. C'est un peu trop haut. Donc là, c'est le numéro obtenu. Et là, c'est le nombre de fois où j'ai obtenu ce numéro. J'appellerai ça un effectif. Donc, on a dit qu'on pouvait avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Et là, je vais faire le total. Donc, admettons qu'on ait lancé ce dé et que l'on ait dénombré, par exemple, on va dire, on a obtenu le 1 3 fois. On a obtenu le 2 une seule fois. On a obtenu le 3 5 fois. On a obtenu le 4 3 fois. On a obtenu le 5 6 fois. Et on a obtenu le 6 2 fois. Donc, je vérifie simplement. 3, 4, 4 et 5, 9. 9 et 3, 12. 12 et 6, ça fait 18. 18 plus 2, ça fait un effectif total de 20, puisque j'ai lancé le dé 20 fois. Donc là, j'ai 20. D'accord ? Donc voilà mon résultat. Très bien. Ça, c'est le résultat suite à cette épreuve qu'on va qualifier tout à l'heure. On va utiliser donc un type de vocabulaire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir, et quand vous lancez votre dé, vous avez un certain nombre de fois où vous avez obtenu le 3, vous avez un certain nombre de fois où vous avez obtenu le 6. On peut donc s'intéresser à la fréquence. On peut s'intéresser à la fréquence que j'appelle petit f, la fréquence de la sortie du 1, la sortie du 2, la sortie du 3, etc., etc. Donc, j'appellerai FI
j'appellerai FI la fréquence de la sortie du numéro I. C'est-à-dire F1, c'est la fréquence du 1. F6, c'est la fréquence du 6. Comment on calcule une fréquence? Une fréquence, on regarde notre modalité ici, qui est le numéro, et on regarde le nombre de fois où ce numéro est sorti. Le numéro 1 est sorti 3 fois. Mais sur combien de lancers? Sur 20 lancers. Donc, on dira que la fréquence du 3, la fréquence du 1, c'est 3 sur 20. Donc là, je vais calculer les fréquences. Donc la fréquence, là, je vais calculer la fréquence que j'ai appelée FI. Donc FI, c'est-à-dire F1, c'est la sortie du 1. Donc ma fréquence ici, l'opération, pour trouver F1, je fais 3 divisé par 20. Et ça fait combien 3 divisé par 20? Ça fait 0,15, n'est-ce pas? C'est bon? 3 divisé par 20, ça fait 0,15. Ensuite, la fréquence du 2, c'est 1 divisé par 20, ça fait 0,05. La fréquence du 3, c'est 5 divisé par 20, et ça fait 0,25. 3 divisé par 20, ça fait de nouveau 0,15. Et 6 divisé par 20, ça fait 0,3. Et enfin, 2 divisé par 20, ça fait 0,1. Et bien entendu, si on fait la somme des fréquences, si je fais la somme de toutes les fréquences, j'obtiendrai toujours 1. Si je fais F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5 plus F6, ça doit me faire 1. On peut vérifier rapidement. Ça fait bien 0,20, 0,45, 0,60, 0,90 et donc ça fait bien 1. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. OK. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, lorsque vous regardez ces résultats, on peut avoir le sentiment étrange, dire que, a priori, j'aurais plus de chances, en lançant ce dé, j'aurais plus de chances d'avoir le 5 que d'avoir le 2. Pourquoi? Parce que la fréquence du 5, qui est 0,3, est beaucoup plus grande que la fréquence du 2, qui est de 0,05. Ceci peut être vrai, effectivement, ceci peut être vrai si le dé n'avait pas été équilibré. Autrement dit, si je fais la supposition suivante, si je suppose que je n'ai pas la même chance d'avoir le 1 ou le 2 ou le 3 ou le 4, à partir de là, je ne peux pas me prononcer. Maintenant, regardez ce qui peut se passer. Admettons que cette épreuve-là, au lieu de la répéter 20 fois, et maintenant je fais la supposition suivante, je m'assure que j'ai en main ce qu'on appelle un dé équilibré. Ça veut dire que je m'octroie la liberté d'affirmer que théoriquement, je devrais avoir la même chance d'avoir le 1, la même chance d'avoir le 2, la même chance d'avoir le 3, le 4, le 5 ou le 6. Si ce dé, je le lance un certain nombre de fois, et donc admettons que la probabilité d'obtenir un de ces numéros, c'est petit n, et grand N, c'est le nombre de lancers. Il faut savoir que si le dé est équilibré et si la valeur grand N tend vers l'infini, je lance le dé de façon infinie, un très très grand nombre de fois, et bien effectivement, la fréquence de sortie du 1, du 2, du 3 sera confondue avec la probabilité de sortie du 1, du 2, du 3.
Et donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si ce dé-là, je le lance un certain nombre de fois très, très, très important, et si ce dé est équilibré, ça voudrait dire que la fréquence du 1 ou la probabilité d'avoir le 1, la fréquence du 1, est tout simplement égale à la probabilité d'avoir le 2, égale à la probabilité d'avoir le 3, égale à la probabilité d'avoir le 4, égale à la probabilité d'avoir le 5, égale à la probabilité d'avoir le 6. On dit qu'on est en présence d'un dé équilibré. Autrement dit, si je lance un dé équilibré un très, très, très grand nombre de fois, le résultat obtenu pour chaque numéro va tendre vers la probabilité, par une probabilité égale, que j'appellerai ici petit p. Mais comme vous le voyez ici, comme la fréquence, lorsque n est très grand, se rapproche de la probabilité, et que je sais que F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5 plus F6 égale à 1, alors je peux écrire de la même manière que P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6, tout ceci est égal à 1. Mais attention, en situation d'équiprobabilité, donc en situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire probabilité égale, je peux remplacer P1, P2, P6 par la même valeur petit p, ce qui va me donner petit p plus 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 petit p égale 1. Ce qui me fait au total 6 fois petit p, qui est égal à 1. Et j'en déduis que petit p est tout simplement égal à 1 sur 6. Donc la probabilité d'avoir le 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4 est tout simplement égale à 1 sixième. Est-ce que vous m'avez compris jusque-là? Oui. Ok. En fait, si vous regardez bien de près, si au lieu de lancer un dé à 6 faces, et que ce dé n'est que 4 faces, donc ce dé numéroté de 1 à 4. Donc, quelle est la probabilité de sortie du 1, du 2, du 3 ou du 4 si je suppose que le dé est comment? Équilibré. Combien vous dites? Petit p serait égal à combien? Combien? Je n'ai pas entendu. 1 sur 4. 1 sur 4. Comme on dit, il y a une chance sur 4 d'obtenir le 1 ou le 2 ou le 3 ou le 4. Maintenant, pareil, au lieu de lancer un dé, si je lance une pièce de monnaie, alors écoutez-moi bien, je lance une pièce de monnaie et je ne dis rien sur la pièce de monnaie. Je vous dis, je lance une pièce de monnaie. La seule chose que je peux écrire, la seule chose dont je suis sûr, c'est que la probabilité d'avoir face plus la probabilité d'avoir pile, c'est forcément égal à combien? À 1. Je suis sûr à 100% d'avoir ou pile ou face. Par conséquent, si je fais la somme de la probabilité du pile et du face, ça me donne 1. Maintenant, je rajoute une autre condition et je dis, imaginez que cette pièce-là soit équilibrée. Ça veut dire que je m'octroie autant de chances d'avoir pile que d'avoir face. Et donc, je rajoute une situation d'équiprobabilité. Qu'est-ce que j'ai? J'ai donc P de F égale P de P égale à petit p. C'est la même probabilité, donc c'est le même nombre. Je remplace P de F et P de P par petit p. Ici, ça me donne quoi? Un petit p plus petit p égale à 1. Donc 2 fois petit p
égale à 1. Et je retrouve bien le même raisonnement que tout à l'heure. Petit p égale 1 demi. Ceci n'est vrai que si la pièce est comment? Équilibrée. OK? Bien. Alors, maintenant, on va introduire une certaine terminologie, donc un vocabulaire. Donc ici, j'ai lancé le dé à 6 faces. Le lancer du dé à 6 faces s'appelle une épreuve aléatoire. S'appelle une épreuve aléatoire. Une épreuve aléatoire, qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve dont on ne connaît pas le résultat par avance. Lorsque vous lancez votre dé, vous ne savez pas si l'issue sera un 1 ou un 2 ou un 6. C'est pour ça qu'on appelle ça une épreuve aléatoire. Si vous avez une urne dans laquelle vous mettez des boules rouges et des boules noires et vous tirez une boule au hasard, c'est une épreuve aléatoire. Vous ne savez pas si vous attirez une boule rouge ou une boule noire. D'accord? Donc, une épreuve aléatoire est une épreuve dont on ne connaît pas l'issue par avance. Lorsque vous avez une épreuve aléatoire, vous avez ce qu'on appelle l'ensemble des résultats possibles. Dans le cas du dé, l'ensemble des résultats possibles, c'est avoir le 1, avoir le 2, avoir le 3, le 4, le 5, le 6. Dans le cas d'une pièce de monnaie que vous lancez, l'ensemble des résultats possibles, c'est avoir pile ou avoir face. Ces deux ensembles-là, on va leur donner un nom, on va les nommer l'ensemble oméga, l'ensemble oméga. On appellera ça tout simplement en probabilité, on appellera ça l'univers. On dira l'univers oméga. Qu'est-ce que c'est l'univers? L'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles. L'ensemble des résultats possibles. Donc l'univers ici, oméga, a ce qu'on appelle un nombre d'éléments. Le nombre d'éléments de oméga, le nombre d'éléments d'un ensemble, on le note le cardinal de l'ensemble oméga. Cardinal de oméga. Et le nombre d'éléments ici de oméga, c'est tout simplement 6. Ici, le cardinal de oméga, c'est tout simplement combien? 2. Donc, je répète, lorsque vous avez un univers oméga, vous avez le nombre de résultats possibles. Le nombre de résultats possibles, c'est tout simplement le nombre d'éléments dans oméga. Est-ce que ça va? C'est bon? OK. On vient donc de définir, on vient de parler de l'univers oméga. Mais lorsque vous lancez un dé, si vous vous intéressez à obtenir un résultat pair, admettons que là, je vais définir la notion d'événement. L'événement A, c'est obtenir un résultat pair. Eh bien, l'événement A sera composé de quels éléments? Quelqu'un peut me dire? 1, 3 et 5. Attention, je dis pair. Ah, 2, 4 et 6. Très bien. 2, 4 et 6. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Quel est le lien entre A et oméga? Est-ce que vous avez compris que l'événement A est forcément inclus dans oméga? L'événement A, tous les éléments de A appartiennent à l'univers. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire que si ça, c'est mon univers, ça, c'est mon univers, ça, c'est l'événement A, et bien ça,
Voilà. Ça, c'est oméga. Et donc, vous voyez bien que l'événement A est inclus dans oméga. Ça, c'est l'événement A et ça, c'est oméga. Est-ce que c'est bon? Tous les éléments de A appartiennent à l'univers. Donc, un événement, c'est tout simplement une partie de l'univers. OK. Tout à l'heure, on a dit la probabilité d'avoir le 1, c'était combien? Dans le cas d'un dé équilibré, on a trouvé combien? 1 sur 6. 1 sur 6. Maintenant, si je vous dis, je lance ce dé, quelle est la probabilité d'obtenir un résultat pair? Obtenir un résultat pair, c'est réaliser l'événement A. Obtenir un résultat pair, c'est réaliser l'événement A. Ça veut dire qu'on me demande de calculer la probabilité de A. Et tout le monde a compris que la probabilité de A, c'est la probabilité d'avoir le 2, plus la probabilité d'avoir le 4, plus la probabilité d'avoir le 6. Ce qui me fait combien? 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 sixième. Donc, ça me fait au total combien? 3 sixièmes. 3 sixièmes. Donc, si vous regardez bien, là, j'ai un rapport. Je calcule la probabilité d'un événement. Qu'est-ce que je dis? Pour calculer la probabilité d'un événement, je m'intéresse au nombre de résultats possibles. Donc, le 6 correspond au nombre de résultats, possibles. Et le numérateur, on a appelé ça le nombre de cas favorables. Est-ce que ça va? Oui. Si je vous dis, j'ai une urne qui contient 7 boules vertes et 3 boules bleues. D'accord? J'ai une urne qui contient 7 boules vertes et 3 boules bleues. Et je tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit verte? Quelle est la probabilité qu'elle soit verte? 7 sur 10. Combien? 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10? Parce qu'il y a 7 boules vertes parmi 10 résultats possibles. Donc, la probabilité que la boule tirée soit verte, c'est 7 sur 10. Et forcément, qu'est-ce que je peux déduire de la probabilité que la boule soit verte? La probabilité que la boule soit comment? La probabilité que la boule soit comment? Bleu. Et ça fait combien? 3 sur 10. Et si vous additionnez ces deux probabilités, ça fait quoi? Ça fait 1. Ça fait 1. Pourquoi ça fait 1? Il faut vous rappeler ceci, que un événement, avoir une verte ou avoir une bleue, on appelle ça des événements contraires. L'événement contraire de vert, c'est rouge. Ici, pour avoir 3 sur 10, vous êtes d'accord avec moi que je peux faire 1 moins 7 sur 10. Est-ce que ça va? Autrement dit, la probabilité de tirer une boule, bleue, c'est 1 moins la probabilité de tirer une boule verte. Ici, l'événement A, c'est obtenir un résultat pair.
quel serait l'événement contraire de A? Quel serait l'événement contraire de A? Obtenir un numéro impair. Obtenir un numéro impair ou un résultat impair. Et voilà comment on note le contraire d'un événement A. Il se note non A ou tout simplement P2 A bar. Le contraire de A, l'événement contraire de A, c'est A bar. Et donc A bar sera composé de tous les numéros impairs. Et il faut savoir que la probabilité de A bar, ne l'oubliez pas, c'est toujours égal à 1 moins la probabilité de A. Est-ce que ça va? Oui. C'est parfait. Maintenant, on va introduire une opération qui est très importante en probabilité. C'est le OU et le ET. Alors, regardez bien. Je reste toujours avec mon D. Je suis toujours avec mon D. Et si j'écris, je lance un dé, d'accord? Je lance un dé. Première question. Quelle est la probabilité d'obtenir quelle est la probabilité d'obtenir un résultat pair et un multiple de 3. Je répète, quelle est la probabilité d'obtenir un résultat pair et un multiple de 3? Attention, le « et » ici, je vais l'écrire en majuscule. Le « et » ici, c'est un mot très important. Alors, qu'est-ce qui a une idée de la réponse? Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat pair et un multiple de 3? Un sixième. Combien? Pourquoi? Parce qu'en multiple de 3, il y a 3 et 6. Et il n'y a que 6 qui est pair. Oui, après, voilà. Oui, c'est bien, continue. La seule solution, c'est tomber sur un 6. Très bien. Si on fait, regardez bien, c'est très très important. Le « et », ça veut dire en termes d'ensemble, c'est l'intersection, c'est ce qui est à la fois pair et multiple de 3. Regardez bien votre D. Il est comme ça. Là, ce sont tous les résultats possibles. Là, ce sont tous les résultats possibles. Voilà, ça, ce sont tous les résultats possibles. Ici, en bleu, je vais cercler l'événement A. Ça, c'est l'événement A. Obtenir un résultat pair. L'autre événement, c'est un multiple de 3. Quels sont les multiples de 3 lorsque je lance un dé? C'est tout simplement 3 et 6. Donc, la condition être à la fois pair et multiple de 3, il y a un seul élément qui répond à cette question. Donc, la probabilité d'obtenir un résultat pair et un multiple de 3, c'est pareil que de dire, c'est la probabilité d'avoir quoi? Le 6. Et comme a dit votre camarade, la probabilité d'avoir le 6, c'est tout simplement 1 sur 6. Est-ce que c'est clair?
Donc, ça, c'est le « et ». Quand vous avez un événement et un autre événement, c'est la probabilité d'avoir l'un et l'autre en même temps. Ça, c'est le « et ». Et en termes d'ensemble, vous avez un ensemble A, vous avez un ensemble B. L'événement A et B, c'est cette partie-là. On l'écrit aussi A inter B. C'est pareil. A et B, A inter B, c'est un événement qui contient les éléments de A et de B. Donc ici, en l'occurrence, 6. Ça, c'est le « et ». Maintenant, on va passer, je change ici de lien. Donc, au lieu d'avoir « et », cette fois-ci, je change et j'écris « ou ». Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat pair ou un multiple de 3? Un résultat pair ou un multiple de 3. Est-ce que vous avez idée? Déjà, obtenir un résultat pair, c'est 3 sur 6. Excellent. Et un multiple de 3, c'est 2 sur 6. Et alors, ça fait donc? On multiplie les deux et on obtient Oula. pas ça. Ah, surtout pas. Mm. Voilà, c'est ça, c'est cette logique-là que c'est ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant. Regardez bien. Regardez bien, d'abord le ou, il faut le comprendre. Rappelez-vous, je vous en ai parlé déjà. Il y a deux types de ou. Il y a le ou exclusif. Au restaurant, on vous dit fromage ou dessert. C'est le fromage tout seul ou le dessert tout seul, mais jamais les deux. Ça, c'est ce qu'on appelle le ou exclusif. Mais nous, lorsqu'on va parler du ou, c'est toujours sous-entendu le ou inclusif. C'est comme si on avait pris l'exemple, cherche secrétaire parlant anglais et espagnol. Pardon, parlant anglais ou espagnol, pardon. Parlant anglais ou espagnol. Si elle parle anglais, on l'apprend. Si elle parle espagnol, on l'apprend. Mais si elle parle les deux langues, on l'apprend aussi. Ça, c'est le ou inclusif. Et ici, quand je dis obtenir un résultat pair ou multiple de 3, regardez tous les résultats pairs qui sont multiples de 3. Est-ce que 3 est un multiple de 3? Oui. Est-ce qu'il est pair? Mais le fait qu'il soit multiple de 3, ça suffit, on le prend. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est comme le ou de cherche secrétaire parlant anglais ou espagnol. Si elle parle une langue, on l'apprend. Et si elle parle les deux langues, on l'apprend aussi. Donc le 3 représente les multiples de 3. Est-ce que le 6 représente les multiples de 3? Oui. Oui, donc on le prend. Est-ce que le 2 représente les multiples de 3? Non. Non, mais il est pair. Donc on le prend. Le 4, est-ce qu'il représente? Non, mais il est pair. Donc il y a combien de résultats qui sont pairs ou multiples de 3? On a 5. Ah bon? 5 sur 6. Il y en a combien? Il y a combien de réponses qui sont paires ou multiples de 3? Ben, regardez le schéma. Il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4 et il y a le 6. Ça fait 4 résultats possibles. Est-ce que ça va? Oui. Donc, la probabilité de cet événement-là, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. La probabilité de cet événement-là, c'est tout simplement 4 sur 6. C'est-à-dire 2 sur 3. Alors, faites attention. Faites attention. Lorsque vous dites avoir un résultat pair ou un multiple de 3, ça voudrait dire écrire ça. Admettons que A, ça soit résultat pair, A
c'est le résultat pair. Et le multiple de 3, c'est l'événement B. Donc, on me demande de calculer la probabilité d'avoir A ou B. Je peux aussi écrire la probabilité d'avoir A union B. Là, je n'ai fixé aucune condition sur l'événement A et l'événement B. Autrement dit, si vous regardez bien le schéma qui est là, vous voyez bien qu'il y a une partie commune, vous voyez bien qu'il y a une partie commune entre l'événement A et l'événement B. Et la partie commune, c'est quel élément? C'est 6. Pourquoi elle est commune? Parce que 6 est un événement élémentaire qui peut être à la fois pair et multiple de 3. Donc 6 appartient aux deux ensembles. Est-ce que vous avez compris? Le 6 est dans les deux. Donc ce qu'il ne faut jamais écrire, c'est que si vous avez le ou qui est là, vous pouvez avoir tendance à écrire la probabilité de A ou B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Ceci est vrai à une condition, à condition que l'événement A et B soient incompatibles. S'il n'y a aucune partie commune entre A et B, alors la probabilité de A union B ou de A ou B, c'est P de A plus P de B. Mais si vous avez une partie commune, et quand vous dites P de A, est-ce que tout le monde voit que P de A, ça fait 3 sur 6? Vous voyez ou pas? P de A, ça fait 3 sur 6. Et P de B, ça fait combien? 2 sur 6. 2 sur 6. Mais le 6, vous l'avez compté combien de fois? 2 fois. Eh bien voilà. C'est pour ça que quand vous avez P de A ou B, c'est P de A plus P de B moins quoi? Moins P de A et B. C'est-à-dire P de A plus P de B moins A et B moins P de A inter B. Est-ce que ça va? Moins P de A inter B. Maintenant, si je vous dis, alors j'efface le tableau en haut, vous allez voir la différence, le cas particulier. Maintenant, si je vous dis l'événement A, c'est obtenir un résultat pair. Obtenir un résultat pair. Un résultat pair. L'événement B, c'est obtenir un résultat impair supérieur à 4. Je répète, l'événement A, c'est obtenir un résultat pair et l'événement B, c'est obtenir un résultat impair strictement supérieur à 4. Je fais mon petit tableau, mon petit schéma et je repère d'abord l'événement A, c'est 2, 4 et 6. Là, j'ai 5, là, j'ai 1 et là, j'ai 3. L'événement A, il est là. Ça, c'est l'événement A. OK? Ça, c'est l'événement A.
L'événement B, c'est obtenir un résultat impair supérieur à 4. Quel est le nombre impair supérieur à 4? C'est quoi? C'est 5. C'est 5. Et donc là, c'est l'événement B. Et qu'est-ce que vous remarquez entre A et B? Existe-t-il une partie commune? La réponse est non, parce qu'un résultat ne peut pas être à la fois pair et comment? Impair. Donc, dans ce cas-là, si je calcule la probabilité d'avoir A ou B, ou bien la probabilité d'avoir A union B, eh bien, je vais dire tout simplement que comme ici, c'est égal à P de A plus P de B, moins la probabilité de réaliser ça et ça. Ce n'est pas possible. Là, cette probabilité, il n'y a aucun élément. Moins 0. C'est pour ça que ça fait P de A plus P de B. Et ça s'écrit P de A plus P de B. Et dans ce cas-là, les événements A et B, voilà, ici, dans ce cas-là, les événements A et B, les événements A et B, voyez, A, les événements A et B, les événements grand A et grand B sont incompatibles. C'est-à-dire que l'intersection de A et de B, elle est comment? Elle est vide. Il n'y a aucun élément qui appartienne à la fois à A et à B. Dans ce cas-là, on dit que A et B sont incompatibles. Et cette probabilité-là, la probabilité de cet événement-là, qui est l'événement impossible, est toujours égale à combien? À 0. Donc là, en fait, c'est pour ça que j'ai mis moins 0, parce que ça, lorsque les événements sont incompatibles, ça fait 0. Donc, on se rappellera que quels que soient les événements A et B, la probabilité d'avoir A ou B, la probabilité d'avoir A union B, c'est toujours P de A plus P de B moins P de A inter B. Maintenant, cas particulier. Si A et B sont incompatibles, c'est-à-dire si A inter B égale à l'ensemble vide, à l'événement impossible, alors la probabilité de A ou B, la probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B. Je vais écrire tout ça, je vous laisse noter tout ça, et je vais après résumer tout ça dans une seule écriture. Alors voilà ce qu'on peut dire in fine. In fine, voilà comment on peut résumer tout ce qu'on vient de dire. On vient d'énumérer une chose. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Il y a d'abord la notion d'épreuve aléatoire. D'abord, on a parlé d'épreuve aléatoire. Donc, épreuve aléatoire. C'est une épreuve dont l'issue n'est pas connue par avance. Ensuite, on a l'ensemble des résultats possibles. On a appelé ça l'univers. Ensuite, on a dit, on a une partie de cet univers, une partie des résultats possibles. On a appelé ça un événement. On a appelé ça un événement. Ensuite, on a défini deux opérations sur oméga. On a parlé du ou, événement A ou B, qu'on note aussi A union B. C'est réaliser A ou B. Et le schéma, c'est celui-là. Là, vous avez A, là, vous avez oméga, là, vous avez A, là, vous avez B. A union B,
c'est toute cette partie-là. C'est ce qui appartient à A ou à B. Donc ça, c'est du A ou B. A union B. Ensuite, on a défini le et, A et B, A inter B, c'est ce qui est à la fois dans A et dans B. Donc là, j'ai A, là, j'ai B, et là, j'ai A inter B. Là, j'ai A inter B. Maintenant, lorsque il n'existe pas d'intersection, lorsque j'ai deux événements qui se présentent ainsi, événement A, événement B, donc là, on va écrire que A inter B est égal à l'ensemble vide et on dira que A et B sont comment? Incompatibles. A et B sont incompatibles. Voilà. A et B sont incompatibles. Et on a défini après la probabilité. Alors, bien sûr, on a parlé d'un événement A. Maintenant, on a parlé de l'événement contraire de A. Événement contraire de A. Ça, c'est oméga. Ça, c'est A. Délibérément, je le représente comme ça. Ça, c'est A. Tout ce qui est de l'autre côté, c'est le contraire de A. C'est A bar. A bar. Pair, impair. Donc, si j'ai mon D, là, j'ai 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ben là, j'aurai 1, 3, 5. A et A bar sont contraires. Donc, l'événement A et le contraire de A se note A bar. Il faut savoir que entre A, si je fais A ou A bar, je retrouve la totalité, je retrouve l'univers. Si je fais ensemble des résultats pairs ou ensemble des résultats impairs, ça me donne tous les résultats possibles. Donc, A union A bar, c'est l'univers oméga. Maintenant, A inter A bar, il y a incompatibilité. Autrement dit, je lance un dé. Est-ce qu'il est possible d'avoir à la fois un résultat pair et impair? La réponse est non. Par conséquent, A et A bar sont incompatibles. Sont incompatibles car leur intersection, elle est vide. Donc voilà pour la terminologie. Maintenant, on a calculé une probabilité. Et lorsqu'on a un événement A, voyez, lorsqu'on a un événement A, et qu'on me demande de calculer la probabilité de A, eh bien, je regarde le nombre d'éléments dans A, on appelle ça le nombre de cas favorables, nombre de cas favorables, sur le nombre de cas possibles, ou le nombre de résultats possibles. D'accord? Nombre de cas favorables sur le nombre de résultats possibles. Bien sûr, j'aurais pu commencer par la définition d'une probabilité, mais c'est pour rendre le cours le plus accessible à tous. Maintenant, je peux tirer des résultats importants. Les voici. Il faut savoir que la probabilité de oméga, c'est toujours 1. Quand vous lancez un dé, quelle est la probabilité d'obtenir le 1 ou le 2 ou le 3 ou le 4 ou le 5 ou le 6? Quelle est la probabilité de réaliser oméga? C'est 1. Je lance un dé. Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat supérieur à 7? Il est impossible d'avoir un résultat supérieur à 7. Par conséquent, ça revient à dire la probabilité de l'ensemble vide. Et là, c'est forcément 0. Et enfin, un dernier calcul. Donc là, vous avez compris que forcément, une probabilité,
est toujours un nombre. Toujours. Si vous trouvez autre chose, c'est faux. Une probabilité, c'est toujours un nombre qui est compris entre 0 et 1. La plus grande probabilité possible, c'est 1, et la plus petite probabilité possible, c'est 0. Donc, une probabilité est tout d'abord un nombre qui est compris entre 0 et 1. Et maintenant, on va donc donner une définition axiomatique de notre probabilité, et voilà ce qu'on retiendra. Regardez bien. On retiendra P de oméga égale 1. La probabilité de A ou B, ou bien A union B, est tout simplement égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Si je m'arrête ici, je dois rajouter si A et B sont comment? Incompatibles. Ceci est vrai, P de A union B est égal à P de A plus P de B. Donc P de A ou B, je peux écrire ici, P de A ou B, c'est la même chose. C'est P de A plus P de B. Mais ceci est vrai que si A et B sont incompatibles. Si A et B sont quelconques, maintenant, je vais énoncer la règle générale et on va s'arrêter là pour cette partie. Donc, quel que soit A et B, pour tout événement A et B, donc A et B quelconque, A et B quelconque, la probabilité de A ou B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A et B. Donc là, je l'ai écrit avec les connecteurs A et OU. Maintenant, je peux utiliser le signe union ou intersection. Je peux aussi écrire que la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Voilà déjà la première partie concernant donc les probabilités. Alors on peut donner une application numérique. Donc on peut faire un exercice. Alors par exemple, c'était à la page combien on avait dit 200. On travaillait sur quelle page hier? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la page? Vous avez oublié? Ok. Alors, voilà, on me dit ceci, donc je vais donner un énoncé au tableau. On me dit ceci, on considère les événements A et B, d'accord? Alors, on considère les événements A et B. On considère les événements A et B tels que, alors j'ai écrit pas le texte, je le dis oralement, donc on considère les événements grand A, on considère les événements grand A et grand B tels que P de A. P de A égale 0,4. P de B égale 0,6. Et P de A union B égale 0,7. Première question, calculer P de A inter B. Deuxième question, non, on ne peut pas la faire, la deuxième question encore. Calculer P de A inter B. OK. Très bien. Donc là, je vais appliquer ma propriété que je viens de donner. Puisque A et B sont quelconques, nous avons donc, on part de l'égalité, P de A union B est égal à P de A
plus P de B moins P de A inter B. Et on me demande de calculer P de A inter B. On me donne P de A union B, 0,7. On me donne P de A, 0,4. On me donne P de B, 0,6. Et là, c'est mon inconnu. Je fais l'opération, ça me fait 0,7 égale à 1 moins P de A inter B. Et je déduis que P de A inter B, donc d'où P de A inter B est égal à 0,7, pardon, 1 moins 0,7, c'est-à-dire à 0,3. On a une application directe. D'accord? OK. Le 0,7 du début, il est dans l'énoncé ou vous avez fait... Oui, on a donné. On a donné ça, ça et ça, bien sûr. Ça, c'est l'énoncé, d'accord? Ça, c'est l'énoncé. Et à partir de là, on me demande de calculer ça. OK? Ah oui, il me faut ces 3 éléments pour calculer. Là, j'ai 4 éléments, d'accord? Il m'en faut 3 pour calculer le 4e. Est-ce que ça va? Oui. OK. Alors après, nous avons le même exercice. Donc, vous voyez, quand vous regardez ici, quand j'écris ceci, pour que tout le monde comprenne, quand j'écris, je vous donne par exemple P de A. Si je vous donne P de A, vous allez répondre simplement par oui ou par non. Admettons que je vous donne P de A et je vous dis P de A égale 0,7, P de B égale 0,4. Ma question est celle-ci. Est-ce que ces événements sont incompatibles ou pas? Ils sont incompatibles. Comment? Incompatibles. Ils sont incompatibles? Oui. D'accord. Donc, s'ils sont incompatibles, tu me suis ou pas? Si ta réponse est juste, ça voudrait dire que la probabilité, c'est la question qu'il faut se poser, ça veut dire que la probabilité de A inter B est nécessairement égale à 0. Tu dis qu'ils sont incompatibles. Tu me suis? Oui. D'accord. Ben, on va vérifier. Ben, quand tu regardes de façon intuitive, si je fais la somme des probabilités, 0,7 plus 0,4, ça me fait un nombre qui est plus grand que 1. Donc, les événements ne sont pas incompatibles. Regarde. Regarde. J'applique mon cours et j'écris. Je sais que quel que soit A et B, la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Si tu regardes bien, est-ce que tu es d'accord que la probabilité de A inter B est égale à P de A plus P de B moins P de A union B? Tu me suis jusque-là? Et si je fais le calcul ici, là j'ai 0,7, là j'ai 0,4. Il faudrait que là j'ai 0, puisque tu me dis qu'ils sont incompatibles. D'accord? Tu me suis ou pas? Pour que ça fasse 0, il faut que là j'ai combien? Moins 1, combien? Ce qui n'est pas possible. Je ne peux pas avoir une probabilité supérieure à 1. Donc, dès que vous avez une somme P de A plus P de B qui est supérieure à 1, vous avez forcément ce nombre-là qui ne peut pas être 0. Est-ce que c'est bon? Vous ne pouvez pas avoir 0 parce que vous ne pouvez pas avoir ici un nombre qui dépasse 1.
0,7 plus 0,4, ça fait 1,1. Donc ici, j'ai un nombre positif. Là, j'ai un nombre qui est plus grand que 1. Et si là, j'ai 0, ça voudrait dire que cette probabilité-là est supérieure à 1. Et ça, ce n'est pas possible. Vous voyez? S'ils sont incompatibles, ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire ça. Et si je remplace, ça fait 0,7 plus 0,4. Et ça fait 1,1. Et une probabilité qui est supérieure à 1, ça n'existe pas. Ça veut dire que concrètement, les événements A et B ne sont pas incompatibles. OK? Ils sont compatibles du coup. Voilà, on dit qu'ils ne sont pas incompatibles, on peut dire qu'ils sont compatibles si tu préfères. OK? Alors, je vais vous poser deux petites questions. Vous allez me dire. Alors, première question. On vous dit, on lance 3 fois de suite. Donc, on lance 3 fois de suite une pièce truquée. D'accord? On lance 3 fois de suite une pièce truquée. On obtient 3 fois pile. Vous m'entendez? On obtient 3 fois pile. Donc, je répète, on lance 3 fois de suite une pièce non truquée, une pièce non truquée. Et on obtient 3 fois pile. Question. La probabilité d'obtenir face au quatrième lancé est 0,5. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je répète, je lance une pièce de monnaie non truquée. Donc une pièce de monnaie équilibrée. Et aux 3 premiers lancés, j'obtiens 3 piles. Et je dis, la probabilité d'obtenir face au quatrième lancé, c'est 0,5. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, Tu peux expliquer pourquoi? parce que ça sera toujours 0,5. Autrement dit, la pièce de monnaie n'a pas de mémoire. À chaque fois que vous la lancez, même si vous la lancez 50 fois et que vous avez obtenu 50 piles aux 50 premiers lancers, le 51e lancé sera toujours, vous aurez face ou pile avec la même probabilité, 0,5. Donc la réponse est vraie. Deuxième question. On dispose de 2 urnes. Dans chacune d'elles, il y a 3 boules rouges. Il y a 3 rouges et une boule verte. Donc, nous avons 2 urnes. D'accord? Dans chacune d'elles, il y a 3 rouges et une verte. Ces boules sont indiscernables au toucher. Ça veut dire concrètement, on a la même chance de tirer n'importe laquelle des 4 boules. C'est ça, des boules indiscernables au toucher. C'est-à-dire on se place dans une situation d'équiprobabilité. Question. La probabilité d'obtenir 2 boules vertes, est égale à 1 quart plus 1 quart. Est-ce que c'est vrai? Je répète, on dispose de 2 urnes. Dans chacune d'elles, il y a le même nombre de boules. Dans chacune d'elles, il y a 3 rouges et une verte. D'accord? On tire une boule dans chaque urne. Je tire une boule dans la première urne et une boule dans la seconde urne. Et la probabilité d'obtenir 2 boules vertes, c'est 1 quart plus 1 quart. Est-ce que c'est vrai?
Non, c'est faux. Est-ce que tu peux dire pourquoi? Parce que 1/4 plus 1/4, ça fait 2/4. Oui, ben, ça fait 2 quarts, oui, soit un demi. Oui, ça fait bien 2 quarts, ça fait bien un demi. Non, on a 2 chances sur 8. Attention, je tire une boule d'une urne et une boule de l'autre urne. Ce n'est pas la même urne, attention. Hein. Je ne raisonne pas bien. En fait. Ouais, Alors ici c'est vraiment prématuré. Cette question-là, on aurait pu y répondre après. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, j'ai une succession de 2 événements. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe ici. Là, c'est ma première urne. Je tire ma boule. Soit elle est rouge, soit elle est verte. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est mon premier tirage. Et j'effectue un second tirage en prenant la boule dans la seconde urne. Elle peut être soit rouge, soit verte. La seconde boule, elle peut être soit rouge, soit verte. La probabilité qu'elle soit rouge, ça fait combien? Il y a combien de rouges? 3. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait 3 quarts? Donc forcément, la probabilité qu'elle soit verte, c'est 1 quart. Maintenant, j'oublie ce qui s'est passé et je tire une boule ici, de la seconde urne. C'est la même probabilité. J'aurai donc ici combien? Forcément 3 quarts et 1 quart. J'aurai 3 quarts et 1 quart. Donc, tirer 2 boules vertes, ce n'est pas 1 quart plus 1 quart, mais on le verra tout à l'heure, c'est 1 quart fois 1 quart. Ici, tirer une rouge puis une verte, c'est 3 quarts fois 1 quart. Tirer 2 rouges, rouge et rouge, c'est 3 quarts fois 3 quarts, c'est-à-dire 3 quarts au carré. Ça, c'est la probabilité de tirer 2 rouges, ça, c'est la probabilité de tirer 2 vertes. Ce n'est pas la somme des probabilités, c'est le produit des probabilités. D'accord? Alors, je vous propose une pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. On va aborder la notion de probabilité conditionnelle. OK? Allez, on va passer à la dernière partie. Donc, on va s'appuyer comme d'habitude sur un exemple. Alors, on va s'appuyer sur un exemple. On dirait que... Alors, c'est reparti, oui. Mon tableau, ma vidéo a déplacé. Alors, on va aborder une autre partie. Donc, on va se donner, donc, on va se passer dans une classe, ou plutôt dans une école, où il y a des élèves d'une certaine classe. Donc, il peut y avoir 2 classes, 3 classes. Et donc, on va s'intéresser à la répartition par rapport aux langues. Et donc, on va dire, dans cette classe, on a des filles, on a des garçons. Et ces élèves peuvent étudier l'anglais, l'espagnol. Et donc, nous avons la répartition suivante. On a donc ce tableau-là. Alors, donc là, c'est bon. OK. Nous avons donc ce tableau-là. Nous avons des filles, F. Nous avons des garçons. Et là, nous avons le total. Là, nous allons voir ceux qui étudient l'anglais. Là, ceux qui étudient l'espagnol. Et là, on va avoir le total. Donc, ce collège ou ce lycée, on s'intéresse donc à un groupe, à un total de 100 élèves. OK, donc là, nous avons 100 élèves. Donc là, il y a ce qu'on appelle des filles. Et là, nous avons les garçons. On va supposer que là, on a donc 60 filles. Et donc là, on a 40 garçons.
Ici, nous avons des élèves qui étudient l'anglais, la lettre A, et des élèves qui étudient l'espagnol, la lettre E. Il y a au total 76 élèves qui étudient l'anglais et forcément 24 élèves qui étudient l'espagnol. Nous avons 48 élèves ici. Alors, quelle lecture vous faites? Que représente 48 par rapport au tableau? On traduit quoi? Les 48 traduisent quoi? Qui parlent l'anglais. Pardon? Le nombre de filles qui parlent anglais. Voilà, c'est le nombre de filles du lycée ou du collège qui étudient l'anglais, donc 48. Et donc là, par élimination, là, ça me fait forcément 28. 28. Merci. Et donc là, par élimination, ça me fait 12. Et là, ça me fait encore 12. Voilà le tableau complet. D'accord? Donc, on va se placer dans une situation d'équiprobabilité. Donc, on va supposer qu'on peut interroger n'importe quel élève, mais de façon avec une probabilité égale. D'accord? Il n'y a pas de favoritisme, si vous préférez. Donc, si je désigne un élève ou une élève au hasard, la probabilité que cet élève soit que ce soit une fille, ça fait combien? Ça fait 60 sur 100. 60 sur 100, c'est-à-dire, alors je vais plutôt l'écrire un peu plus bas, même si j'ai besoin. Donc, la probabilité de désigner une fille, c'est 60, le nombre de filles, sur la totalité, ce qui me fait 0,6. Très bien. Alors, forcément, si je ne désigne pas une fille, je vais désigner un garçon, qui est l'événement contraire. L'événement contraire de F, c'est G. Et donc, si P de F, c'est 0,6, il est normal que tout de suite, sans le tableau, je peux déduire P de G, qui sera égal à 1 moins 0,6, c'est-à-dire à 0,4. Et on peut vérifier, ça fait bien 40 sur 100. Est-ce que ça va? Oui. Maintenant, quelle est la probabilité que l'élève soit une fille étudiant l'anglais? Ça s'écrit comme ça. Fille et étudiant l'anglais. Le inter, c'est et. Donc là, il y en a combien? 48. Ce qui fait 48 sur 100, donc 0,48. Est-ce que ça va? Oui. Oui. OK. Maintenant, la probabilité que l'élève soit une fille et qui étudie l'espagnol, 12. 0,12. Probabilité, je n'ai pas dit le nombre. Ensuite, P2, G inter A, donc garçon étudiant l'anglais. Est-ce que ça va? Oui. Et enfin, garçon étudiant l'espagnol. 0,12. Très bien. Regardez maintenant. On va introduire une autre idée. Cette fois-ci, on interroge, on désigne cette fois-ci une élève. Forcément, je vais le choisir parmi les filles. Je répète, je désigne une fille. Je désigne une fille. Quelle est la probabilité qu'elle étudie l'anglais? 48 sur 60. Excellent. Je désigne une fille. La condition, j'introduis la notion de condition. La condition, c'est que c'est une fille. Et la probabilité qu'elle étudie l'anglais, c'est cette fois-ci 48 sur 60. Quelqu'un peut me faire l'opération et me dire combien ça fait? Ça fait 0,8. D'accord? Est-ce que ça va? Maintenant, j'interroge un garçon. Plutôt, je m'intéresse, la personne que je vais choisir est un garçon. Quelle est la probabilité qu'il étudie l'espagnol? 12 sur 40. Très bien. Alors ici, la condition, c'est être un garçon et je veux qu'il étudie l'espagnol.
il y a combien de garçons qui étudient l'espagnol? Il y a 40 garçons et parmi eux, il y en a 12, ce qui fait 12 sur 40. Et si on fait le calcul, on va trouver 0,3. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ça se lit, ça c'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. Ça veut dire que je fixe une condition. La condition ici, c'est que la personne est quoi? Une fille. La condition ici, c'est que l'étudiant ou l'élève est un garçon. Maintenant, je pose la question à l'envers. Je désigne un élève ou une élève qui étudie l'anglais. Quelle est la probabilité que ce soit une fille? Donc, l'élève étudie l'anglais. Quelle est la probabilité que ce soit une fille? 48 sur 100. Je répète. L'élève, je désigne une fille. Pardon, je désigne un élève qui étudie l'anglais. Quelle est la probabilité que ce soit une fille? 48 sur 76. Voilà, 48 sur 76, parce que ça porte l'univers, cette fois-ci, a changé. Ce n'est plus les 100, mais ce sont ceux qui étudient l'anglais. Donc là, j'écris P2 quoi? Comment je vais écrire ça? P2F, sachant A. La probabilité que l'élève soit une fille, sachant qu'elle étudie l'anglais. Et donc là, j'écris 76 sur 100. Est-ce que... Sur 100. Et je fais des bêtises. Comment dire, 48 sur 76. Est-ce que ça va? Et ça fait combien? Qui peut me faire le rapport si ça tombe juste? Je ne pense pas. Je ne pense pas. 0,63. 0,63. Pile? Non. Voilà. C'est pour ça que je vais laisser comme ça. OK? OK. Voilà, je vais laisser comme ça. OK? Donc là, vous faites la différence entre P2A sachant F. Vous voyez, l'univers, c'est les filles. P2F sachant A, l'univers, c'est les anglophones. Est-ce que ça va? Le dénominateur ici, il change. Selon ce que j'ai ici comme condition, est-ce que ça va? Oui. Maintenant, on va dresser ce qu'on appelle un arbre pondéré. Alors attention, l'arbre, il peut démarrer de deux façons. Soit il démarre comme ça. Alors, je le fais un peu plus haut. Est-ce que j'aurai de la place? Est-ce que j'aurai de la place ici? Alors, soit il démarre comme ça. Fille, garçon. D'accord? Fille, garçon. Si c'est une fille, elle peut étudier l'anglais ou l'espagnol. Est-ce que ça va? Oui. J'ai toujours pas. Je suis trop haut. Je vais redescendre. Alors, tant pis, je vais faire un seul arbre. Donc, fille, garçon. Si c'est une fille, elle peut étudier l'anglais ou l'espagnol. Si c'est un garçon, il peut étudier l'anglais ou l'espagnol. La probabilité que ça soit une fille, c'est 0,6. Là, comment ça se lit? Probabilité que l'élève étudie l'anglais, sachant que c'est une fille. Et ça fait combien? 0,8. Est-ce que ça va? Oui. Là, c'est la probabilité que l'élève étudie l'espagnol, sachant que c'est une fille. Et là, ça fait 0,2. Pourquoi ça fait 0,2? C'est 12 sur 60. D'accord? Oui. OK. Maintenant, si l'élève n'est pas une fille, c'est un garçon, c'est l'événement contraire. Alors, je m'arrête 2 secondes.
lorsque vous avez un arbre pondéré, d'accord, la somme des probabilités sur chaque nœud de l'arbre, la somme, c'est toujours 1. 0,6 plus 0,4, ça fait 1. 0,8 plus 0,2, ça fait 1. La somme des probabilités quand vous avez un arbre pondéré, le mot pondéré, ça veut dire que dans l'arbre, on met un poids. Le poids, c'est la probabilité attachée à l'événement. C'est pour ça qu'on parle d'arbre pondéré. Donc ici, quelle est la probabilité que l'élève étudie l'anglais, sachant que c'est un garçon? 0,2. Alors, anglais, sachant que c'est un garçon. Il y a combien de garçons? 40. Donc, ça 0,7. fait 28 sur 40. Est-ce que c'est clair? Oui. 0,7. Voilà, 0,7. Je répète, probabilité que l'élève étudie l'anglais, sachant que c'est un garçon. L'univers, c'est le nombre de garçons, 40, et parmi eux, il y en a 28 qui étudient l'anglais. 28 sur 0,4, ça fait 0,7. Et forcément, ici, j'aurai combien sans calcul? 0,3. 0,3. Excellent. On a fait le calcul à côté. Je sais, mais en supposant que je n'ai pas fait le calcul, d'accord? C'est pour vous dire que je dois trouver automatiquement 0,3. Et comme dit Anna, comme dit Monica, on a ici fait le calcul ici. OK. Est-ce que tout le monde a compris l'arbre? Oui, mais j'ai une question. Oui, bien sûr. Est-ce que le FA et le GA, ils ne doivent pas faire 1 aussi? Lequel? Ah non, ici, ça et ça, non, justement. Non. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça qui fait 1. D'accord. Oui, attention, hein, attention. Imaginez-vous que si ça plus ça fait 1, ça veut dire que ça fera la probabilité totale, ça fera beaucoup plus que 1, c'est pas possible. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça qui doit faire 1. Mais sur chaque nœud, ça plus ça, c'est 1. Ça plus ça, c'est 1. Ça plus ça, c'est 1. Maintenant, il faut savoir lire ce que j'ai ici. C'est ça qui est important. Il faut savoir lire ce que j'ai ici. Donc là, je vais me mettre de ce côté et je vais vous indiquer ce que vous lisez ici. Vous lisez ici la probabilité que l'élève soit une fille et qu'elle étudie l'anglais. Que ça soit une fille et qu'elle étudie l'anglais. Lorsque vous avez un arbre et que vous calculez une probabilité, là, vous avez ce qu'on appelle un chemin. Eh bien, lorsque vous avez un arbre pondéré, lorsque vous êtes au bout du chemin, la probabilité pour arriver à ce bout-là, c'est le produit de toutes les probabilités que vous avez sur le chemin que vous traversez. Pour aller de ce nœud à ce point-là, vous faites ce chemin-là. Donc, la probabilité ici se lit probabilité de F inter A. Est-ce que vous arrivez à lire ça, c'est bon? Oui. C'est visible? Et P de F inter A, je l'écris au-dessus, c'est le produit des deux probabilités, c'est-à-dire 0,6 que multiplie 0,8. Et ça fait combien? 0,48. Et on le retrouve ici. Est-ce que c'est clair? Vous le voyez? Oui. Voilà. Et là, c'est quel événement celui-là? C'est la probabilité que l'élève soit un garçon et qu'il étudie quoi? L'anglais. L'anglais. Et ça fait 0,4 fois 0,7. Ce qui fait combien? 0,28. Est-ce que ça va? 0,4. Oui, ça va. Et vous pouvez vérifier. Là, ça fera quelle probabilité? 0,6 fois 0,2, ça fait combien?
0,12. Et là, ça fait 0,4 fois 0,3, ça fait combien? 0,12. Et vous retrouvez toutes ces probabilités-là. Regardez bien ici. Vous retrouvez bien ici le 0,48. 48 sur 100. Là, vous retrouvez bien le 0,28. 28 sur 100. Là, vous retrouvez bien 0,12. 12 sur 100. Et là, vous retrouvez bien 0,12. 12 sur 100. Autrement dit, les 4 valeurs que vous voyez ici, les 4 événements, ce sont les 4 cases qui sont là. Et la totalité, n'est-ce pas, Monica, ça fait bien 1. Est-ce que c'est clair? OK? Maintenant, je m'arrête une seconde pour ajouter ceci. Regardez bien. Je vais donc effacer ici et on va écrire une relation très importante. Moi, monsieur, Oui, j'ai une question. Comment vous avez trouvé les 0,12? Vous avez fait le calcul? oui, 0,3 fois 0,4. Et Et 0,6 là, fois... 12 sur 100. Ah, ok, ok. Et oui, mais là l'événement, c'est quoi cela? C'est les filles étudiant l'anglais. Il y en a 48. Donc, la probabilité que la fille étudie l'anglais, c'est 48 sur 100. C'est ce qu'on retrouve ici. Tu vois, fille anglophone. C'est le produit des deux. Ah, ok. Ça va? Merci. C'est bon? J'ai répondu à la question? Oui, oui, c'était ça. C'est bon? Alors maintenant, regardez bien ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe ici. En fait, ici, j'ai P de F inter A est égal à cette probabilité-là que multiplie cette probabilité-là. Mais comment on la définit, cette probabilité-là? C'est la probabilité de quoi? De A sachant F. Est-ce que ça va? Oui. Pour trouver, ça c'est P de F, ça c'est P de A sachant F, et ça c'est P de F inter A. Donc la formule qui me donne quoi? Ça me donne la probabilité de A sachant F égale à la probabilité de A inter F divisé par P de F. Et du reste, ici, si vous permettez, si on prend notre tableau, on va retrouver la même chose. Il y a combien? Quelle est cette probabilité-là? C'est 48 sur 100. Vous êtes d'accord? Quelle est cette probabilité-là? C'est 60 sur 100. Vous êtes d'accord? Oui. Mais si je calcule sans appliquer de formule, si j'applique mon raisonnement précédent, quand j'écris P de A sachant F, je dis, je désigne une fille. Ça veut dire quoi? Que mon dénominateur, c'est combien? Je désigne une fille. C'est les 60. Est-ce que vous avez compris? Oui. Et parmi elles, il y a combien d'anglophones? 48. 48. D'accord. Donc, j'ai bien 48 sur 100. Est-ce que ça va? Mais 48 sur 100, est-ce que tout le monde a compris que 48 sur 100, je peux l'écrire comme ça? Je peux l'écrire comme ça. 48 sur 100. Je divise en haut par 48, par 100, pardon, et je divise en bas par 100. C'est la même valeur, oui ou non? Ça et ça, c'est pareil. Mais Oui. qu'est-ce que c'est 48 sur 100? C'est la probabilité que l'élève soit une fille étudiant l'anglais. Et je retrouve bien ce que j'ai effacé ici. J'avais écrit ici P2 F inter A. Ça, c'est P de F inter A. Sur 60 sur 100, c'est quoi? C'est P de F. Est-ce que ça va? Voilà. D'accord? Par conséquent,
En résumé, regardez bien ce qu'on peut vous demander. Admettons, vous me suivez? Admettons que je n'ai pas ce tableau. Admettons que je n'ai pas ce tableau. Je ne l'ai pas. Le voilà, je l'efface. OK? Je l'efface. Et je refais le même arbre à côté. J'ai fille, garçon. J'ai anglais, espagnol. J'ai anglais, espagnol. Là, on a dit qu'on a 0,6, 0,4. Là, on a dit qu'on a 0,8, 0,2. Là, on a 0,7, 0,3. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si j'ai simplement ces indications, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quelles sont les informations que j'ai directement? L'information que je peux tirer directement, c'est la probabilité de désigner une fille, ça fait 0,6. La probabilité de désigner un garçon, ça fait 0,4. Je peux lire ici la probabilité de désigner un élève qui étudie l'anglais, sachant que c'est une fille, c'est 0,8. Est-ce que ça va? Donc, qu'est-ce que je peux traduire ici? Je peux traduire ceci. J'ai P de F. P de F, qui est égal à 0,6. J'ai P de G, qui est égal à 0,4. J'ai P2 A, sachant F, qui est égal à 0,8. J'ai P2 A, sachant G, qui est égal à 0,7. Est-ce que vous êtes d'accord? Je peux donner celui-là et celui-là, mais je ne le fais pas, vous l'avez compris. Ça se lit P de E sachant F, et là, c'est P de E sachant G. Est-ce que tout le monde a compris ce qui est écrit là? La question est celle-ci, c'est comment je calcule la probabilité que l'élève étudie l'anglais. Voilà. Donc ça, c'est une question classique. Ça, c'est une question classique et notez-le bien parce que vous en aurez besoin tout à l'heure. Pour calculer ça, voilà ce que je dis. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Qu'est-ce que ça veut dire l'élève étudie l'anglais? Qu'est-ce qu'il peut le traduire par des événements? Qu'est-ce qui correspond à la population qui étudie l'anglais? Le nombre de filles qui parlent Comment? Oui, vas-y, c'est bien. Oui, vas-y. Vous avez entendu? Oui, vas-y, j'écoute. Le nombre de filles qui parlent anglais plus le nombre de garçons qui parlent anglais. Voilà, on dira ou, d'accord. C'est les filles anglophones ou les garçons, donc on ajoute les deux. C'est bon, bien vu. D'accord, regardez bien. Donc si je traduis ça avec mes événements, regardez bien, vous me dites si vous avez compris ça. Donc la probabilité que l'élève étudie l'anglais. La probabilité que l'élève étudie l'anglais. C'est la probabilité que ce soit une fille qui parle anglais, ou qui étudie l'anglais, ou, donc plus, la probabilité que ce soit un garçon qui étudie l'anglais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Là, j'ai la probabilité que l'élève parle anglais, puisque c'est fille anglophone, garçon anglophone, j'ai tous les anglophones. Et j'ai donc cette probabilité. Est-ce que ça va? Si je regarde mon arbre, où se situe l'événement A? Est-ce que vous le voyez ici? Est-ce que vous le voyez ici? Ça veut dire que pour arriver à A, j'ai deux chemins possibles. J'arrive à A en calculant P de F inter A. J'arrive à A en calculant P de G inter A. C'est ce que j'ai écrit ici. C'est ça plus ça. Est-ce que c'est clair? D'accord? Je
Je répète, pour trouver la probabilité que l'élève étudie l'anglais, c'est la probabilité que ce soit une fille qui étudie l'anglais, plus la probabilité que ce soit un garçon qui étudie l'anglais. Ça porte un nom, c'est le théorème des probabilités totales. Mais vous n'avez pas à retenir l'appellation. Mais ça s'appelle comme ça. Maintenant, quelqu'un peut me dire, d'après l'arbre, comment je calcule ça? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Comment je calcule P de F inter A? C'est 0,6 fois 0,8. Oui, mais en rédigeant, je préfère c'est bien, mais le rédiger, c'est mieux. Alors, attendez, il y a Monica qui me demande d'ouvrir le micro. Attendez, Monica, je vais retrouver. OK. Alors, Monica. Monica, où est-elle? Ah, elle est invisible. Tac, tac, tac. Michou n'a pas de micro. Ah. Alors, je remonte. Ah, voilà, Monica, elle est là. OK. OK. OK, Monica. Alors, comment je fais, encore une fois, comment je traduis ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour arriver là, je fais, comme vous l'avez dit, le produit des deux? Est-ce que ça va? Je fais 0,6 plus 0,8. Oui. Et pour arriver ici, je fais 0,4 plus 0,7. Donc, je fais 0,48 plus 0,28, ce qui va me donner 0,76. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, vous vous rappelez? Puisqu'on a dit qu'il y avait 76 personnes qui étudient l'anglais dans l'école. D'accord? Mais si je veux rédiger, c'est ça que j'attends de vous. C'est ce que j'attends de vous. Regardez bien, si je veux rédiger, voilà comment je vais rédiger. Je vais écrire P de A. P de A. Pour arriver là, je fais ça fois ça. Mais je commence par celui-là. Je dis donc, c'est P de A, sachant F, que multiplie P de F. Là, j'ai fait le premier calcul. J'ai fait ça fois ça. Est-ce que ça va? Oui. Maintenant, je fais plus. Alors, qu'est-ce que j'écris de la même façon? Qui peut me dicter? P de A, sachant G, Très bien. P de A, sachant G. fois P de G. Excellent. Et il ne me reste plus qu'à remplacer les valeurs. P de A, sachant F, je sais que c'est 0,8. P de F, je sais que c'est 0,6. P de A, sachant G, c'est 0,7. Et P de G, c'est 0,4. Ce qui me donne 0,48 plus 0,28, 0,48 plus 0,28, et c'est bien égal à 0,76. OK? Alors maintenant, si vous permettez, je vais simplement donner la dernière formule et qu'on va résumer tout ça. Et ensuite, je vais vous laisser avec l'exercice. Alors, Attendez, monsieur, attendez. ah oui, notez-le, c'est important. Ça, notez-le, vous en aurez besoin tout à l'heure. Je vous invite à bien noter ce qui est écrit là. Parce que tout à l'heure, vous aurez à chercher ça et on vous demandera de déduire ça. Donc, je vous encourage à bien noter ce qui est au tableau et à noter ce que je vais écrire après. OK. Alors, on va donc résumer tout ça dans les formules suivantes. Alors, nous avons deux événements A et B. Nous avons deux événements A et B. Il faut savoir ceci. La probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de B. Alors, si au lieu de mettre A ici, je mets B, il suffit d'inverser. Autrement dit, si j'écris
P de B sachant A, vous avez compris le topo. La condition, c'est A, c'est sur P de A. Et forcément, au numérateur, ça ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que A inter B ou B inter A, c'est pareil. Et ce qui est très important, à l'aide du produit en croix, et c'est ça que vous aurez besoin de ça, à l'aide du produit en croix, vous pouvez déduire que P de A inter B, d'accord, P de A inter B, est tout simplement égal à P de A sachant B que multiplie P de B. Ou bien ici, P de A inter B est égal à P de B, à P de A, pardon, à P de B sachant A, à P de B sachant A, que multiplie P de A. Et on n'oublie pas le théorème des probabilités totales. La probabilité d'avoir A, c'est la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter B bar. Et après, pour calculer P de A inter B, vous appliquez cette formule-là. Donc, pour calculer P de A inter B, vous dites P de A inter B, c'est P de A sachant B que multiplie P de B plus P de A sachant B bar que multiplie P de B bar. Et voilà le cours complet. Encore une fois, pour la dernière partie, elle ne concerne pas forcément des élèves qui préparent par exemple le concours du CRPE, mais les élèves de BTS, vous êtes obligés de bien maîtriser toute cette partie-là. Les élèves de première, de terminale, idem. Les probas conditionnels sont au programme des élèves de première, terminale, BTS. Voilà. Donc, pour ceux qui regarderont la vidéo après, je vous dis bonne lecture. À bientôt. Bon, juste pour finir, pour être sûr qu'on a bien compris, parce que là, j'étais assez rapide. En fait, pour retrouver ça, donc très simplement, vous allez structurer votre arbre de la façon suivante. Regardez bien. De la façon suivante. Donc là, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc au départ, vous démarrez soit avec A, soit avec B. Donc là, je calcule P de A, donc je vais démarrer avec B et B bar. Et je vous montrer tout à l'heure comment on fait pour calculer P de B. Donc là, j'ai soit B, soit B bar. Si j'ai B, c'est trop haut. Alors, donc là j'ai soit B, soit B bar. Donc si j'ai B, soit j'ai A, soit j'ai A bar. Si j'ai B bar, soit j'ai A, soit j'ai A bar. Donc ici, j'ai bien P de B. Ici, j'ai P de B bar. Ici, là, j'ai P de A sachant B. Et là, j'ai P de A inter B. Ce que vous voyez ici. Ici, j'ai P de B bar. Ici, j'ai P de A sachant B bar. Et là, j'ai P de A inter B bar. Par conséquent, P de A, c'est bien P de A inter B plus P de A inter B bar. Pour trouver P de A inter B, c'est tout simplement P de B fois P de A sachant B. Donc, je commence par P de A sachant B fois P de B. Donc, ça, c'est P de A inter B. Ce que vous voyez ici. Ensuite, pour calculer P de A inter B bar,
c'est P de A sachant B bar que multiplie P de B bar. Ce que vous retrouvez ici. Et vous avez ainsi la somme des deux vous donne P de A. Voilà. Donc, j'aurais pu effectivement commencer mon arbre. Au lieu de démarrer avec B et B bar, j'aurais pu démarrer mon arbre avec A et A bar. Autrement dit, j'aurais calculé tout simplement, j'aurais calculé P de B est égal à P de B inter A plus P de B inter B bar, inter A bar. Donc, j'ai B et A bar. Et ensuite, j'applique le théorème. J'applique donc ce qui est au-dessus. Cette fois-ci, je veux P de B inter A, mais je calcule P de B. Donc, ça me fait P de B sachant A que multiplie P de A plus P de B sachant A bar que multiplie P de A bar. Voilà. J'ai ainsi été assez complet. Donc, je répète, tout simplement ce qu'il faut retenir, c'est que la probabilité de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Et donc, P de A inter B, c'est P de B sachant A fois P de A. Voilà, et je peux continuer ainsi toute la soirée, voire toute la journée. Alors après, il sera question des événements indépendants. Mais bon, ça va rallonger la vidéo un peu plus. Voilà, donc ça, c'est l'objet du prochain cours. Donc, encore une fois, cette partie-là, pour la deuxième partie, c'est plus pour les élèves qui sont en première, terminale, BTS. Mais pour la première partie, c'est les personnes qui sont inscrites au concours du CRPE. Voilà. Et donc, même pour la première partie, si vous êtes au collège, en troisième, ça peut effectivement, troisième, seconde, ça peut effectivement vous intéresser. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas surtout, c'est très important, n'hésitez pas à partager parce que j'y passe quand même pas mal de temps. N'hésitez pas à partager ce contenu. Il peut être vraiment utile parce que l'intérêt, c'est pas ma personne, c'est pas ce que vous voyez là. L'intérêt, c'est ce que ça procure à des personnes qui ont des besoins. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des amis, si vous avez des cousins, si vous avez peu importe, n'hésitez pas à partager. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Donc, et en plus, pour moi, c'est une source de motivation. Parce que plus vous me suivrez et plus je travaillerai. Voilà. Allez, tenez bon et à très bientôt.